là là. Donc là, c'est le regard de production. Et là, c'est la vanne principale qui envoie de l'eau là-haut. Et puis elle va réguler en fonction de ce qu'on lui a demandé. On voit les deux petits moteurs jaunes là qui s'actionnent. Plus il va faire froid, plus ça va être ouvert. Et plus on va faire de la neige. Lui, c'est Frédéric. Il est nivoculteur au sein de la station des Rousses dans le Jura. Sa mission, fabriquer de la neige. Quand je passe ma main, tu vois, j'ai du mal. Et on voit qu'elle est très très humide. Et il y a un peu d'eau dedans. Mais si on va plus loin, regarde comme c'est de la farine. Vous voyez? Celle-là, elle a mis plus de temps à venir. Donc elle s'est épurée, elle a une plus grande balistique, elle est peut-être passée dans l'atmosphère froide pendant 5-6 secondes en plus. Mais on voit bien que ça fait bien le rouleau. Et vous voyez, j'arrive pas à faire une boule de neige avec. Donc plus elle va être loin, plus elle va passer du temps dans l'atmosphère froide, la particule d'eau, plus on aura de la belle neige, vous voyez comme elle est légère. Donc ça c'est mieux pour skier. Mais pour faire une secousse, on va préférer faire la neige un peu plus humide comme là-bas. Il n'y a pas si longtemps, les nivoculteurs comme lui étaient très peu sollicités sur les domaines skiables. Aujourd'hui, ils sont devenus incontournables, produisant la neige artificielle ou neige de culture comme ils préfèrent l'appeler, pour compenser le manque d'enneigement naturel lié au réchauffement climatique. Si la neige de culture permet d'augmenter le nombre de jours skiables, peut-elle vraiment sauver les stations de ski ? Les hivers blancs ne sont plus garantis. La neige se fait de plus en plus rare. Depuis 2010, la température moyenne en France a augmenté d'environ 1,5 à 2 degrés par rapport aux précédentes décennies, selon un rapport de Météo France. Une étude publiée dans le bulletin de la Société géographique de Liège montre qu'à l'échelle du massif vosgien, l'enneigement tant en quantité qu'en durée a pratiquement été divisé par 2 entre 1960 et 2021. À 1000 mètres d'altitude, la hauteur moyenne de neige est ainsi passée de 40 cm à 20 cm sur les 3 mois d'hiver. Le nombre de jours enneigés a lui aussi été considérablement réduit de 30 à 50%. Pierre-Marie David, fondateur de l'association Nivose, mesure la neige dans les Vosges depuis près de 50 ans. Il a d'ailleurs participé à cette étude. Nous l'avons rencontré en plein cœur de l'hiver sur son site d'observation à plus de 1200 mètres d'altitude dans le massif du Honeck. Donc là par exemple j'ai 45 cm, donc je note 45 cm. Quand j'ai commencé à faire les mesures dans les hivers entre disons 1976-77 et jusque dans les années 86, on avait des quantités de neige assez impressionnantes puisque régulièrement on arrivait à 1,50 m. La neige arrivait à peu près au niveau de ses volets. C'est-à-dire que le vent avait rabattu la neige et ça faisait des congères qui faisaient 6 à 8 mètres d'épaisseur. À cette époque de l'année, c'est-à-dire à la charnière entre le mois de janvier et le mois de février, qui est une des périodes les plus enneigées. Or actuellement, on se retrouve avec une quarantaine, une cinquantaine de centimètres de neige et on est bien content finalement. Parce que certaines années, à cette époque-là, on n'avait quasiment plus rien ces derniers temps. Le déclin de l'enneigement ne se limite pas aux Vosges. Dans le Jura, les domaines skiables peinent également à satisfaire leur clientèle uniquement avec la neige naturelle. La neige de culture seule ne suffit pas à créer un manteau neigeux suffisant pour skier. Donc elle vient en complément de la neige naturelle pour donner une cohésion de neige qui permet de durer plus longtemps sur la saison. Donc ici on a effectivement quelques enneigeurs. On est une station autour de 18% de pistes enneigées avec de la neige de culture, ce qui est très peu. En France, la moyenne est autour de 40-45%.
La société de gestion des remontées mécaniques de la station des Rousses a enregistré en 2022 un bénéfice d'environ 1,4 million d'euros et une perte d'environ 1,2 million d'euros en 2023, selon leur rapport d'activité. Symbole des hivers de plus en plus fluctuants entre épisodes neigeux irréguliers et redoux récurrents. Face à ces difficultés, la solution semble être d'investir massivement dans la neige de culture. Le coût de la production de la neige est estimé à près de 3 € le mètre cube. Et pour couvrir de vastes surfaces comme celle des Rousses, plusieurs millions d'euros sont nécessaires. Des millions que la mairie n'hésite pas à investir. Sur le nouveau contrat de station, c'est-à-dire le programme 20-26 sur ce mandat, il y a à peu près 13-14 millions d'investissements prévus dans le contrat de station au niveau de la communauté de communes et de ses partenaires, le syndicat mixte, la SEM-Sogestar. Il y a un petit million 5 sur les activités neige, hiver. L'investissement qui reste à rembourser, la dette du syndicat mixte, qui a fait tous les investissements de ski alpin, c'est 5 millions. Et en gros, le remboursement avec les loyers que paye la SEM-Sogestar, justement, au syndicat mixte, plus ce qu'apporte le département et la communauté de communes en financement, c'est 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'on désendette le syndicat mixte d'1 million par an. Donc une fois qu'on a tenu encore 5 ans, on n'a plus de dette. Et quelque part, le risque, il existe. Si on arrête l'activité, il continue à exister sur l'impact du tissu économique. 14 millions d'euros. Une somme qui représente plus de la moitié des 22,5 millions investis pour l'aménagement du territoire jurassien en 2025. Un montant qui se rapproche aussi du budget alloué à l'éducation, la vie associative et la jeunesse, estimé à 16,7 millions d'euros cette même année. L'enjeu de la production de neige est aussi touristique. Pour continuer à attirer les skieurs sur les pistes, il faut qu'elles soient suffisamment enneigées. C'est bien pour cette raison que les usines à neige et les nivoculteurs sont devenus immanquables sur les pistes. À la station des Rousses, Je vais vous montrer. Tu refermes la porte derrière toi. plusieurs usines tournent à plein rendement en hiver dès que les conditions sont réunies. Ce soir, coup de bol. Le thermomètre affiche négatif. C'est bon signe pour la production. Tout commence ici, dans les bureaux du pôle technique de la Sogestar. Il commence à là, serrer un peu la piste. Ouais, c'est pas ça va, pire, ouais. Même le bas. Ouais. Les nivoculteurs surveillent de près le thermomètre tout en gardant un œil sur l'ensemble des enneigeurs de la station, accessibles sur leurs écrans. Donc là, on a la vue d'ensemble sur la piste équipée en neige de culture. On enneige un petit baby qui est répertorié par un petit fil neige par le trait là, un télésiège et un petit téléski. Et tous les 50-60 mètres, on a un enneigeur. Et on a une sonde pour un groupe d'enneigeurs. La sonde, elle est ici, vous voyez, en vert. En vert, ça veut dire qu'elle est prête à faire feu. En jaune, là, elle est en attente, puisque si je clique dessus, elle a tout juste -4. Les enneigeurs, ces perches-là, ils démarrent à -4 humide. On va y revenir. Et on voit que celle-là, eh ben, elle a déjà un -4,4. Donc celle-là, elle se met verte parce qu'elle dit, moi je peux faire de la neige et du froid. On va lancer là. Chaque heure, pas moins de 500 mètres cubes de neige sont générés, et ce, sur toutes les surfaces de la station des Rousses. Cela revient à enneiger, selon les estimations du nivoculteur, un stade de foot sur une hauteur de 6 mètres. Allez, venez au chaud. Donc là, c'est une petite salle des machines. On a un débit de 60 mètres cubes heure. Donc on a dit x 2, on passe 120 mètres cubes de neige à l'heure. On a l'ordinateur de contrôle. Un variateur pour faire tourner la pompe plus ou moins vite. Et une armoire de puissance. Et si vous tournez à côté, dans le cours d'eau, on envoie de l'eau par ici. On a 1,64 bar, c'est pas beaucoup. On passe par un filtre
parce que l'eau elle est souvent sale, on passe par un autre capteur de pression. Comme ça, si on a une différence de pression, ça veut dire que celui-là il est colmaté. Ça fait partie des entretiens courants. On va passer dans la pompe, et plus il y a d'étages, plus on va monter à des fortes pressions. Là, on doit être environ 30 bars. Donc là, on ressort à 30 bars. On passe par un débitmètre qui nous dit combien on prend d'eau. Là, notamment, c'est 31 mètres cubes. Et on descend dans les regards. On va sous terre parce que ça ne gèle pas. Et on ressort dans les regards qui sont chauffés avec une vanne qui est autonome à l'enneigeur. Et c'est l'enneigeur qui dit je produis plus ou moins en fonction de ce que le livoculteur lui a rentré sur son process. Après avoir finalisé les paramétrages, Frédéric doit s'assurer de la qualité de la neige produite. On arrive à maintenir notre manteau neigeux. Tout le processus reprendra l'année prochaine, et ce, tant qu'il y aura du froid, jusqu'à atteindre le volume souhaité. Une fois qu'on a nos volumes, on ne va pas surproduire, on va rétendre la neige, le dameur va nous dire il y en a assez, on est pas mal, et là on coupe nos installs. On va tourner toute la nuit, il y a la deuxième équipe qui va revenir à 2h du matin, et on va venir voir de temps en temps, voir comment ça se passe, si on n'a pas de casse, si on produit bien de la neige, si elle est de bonne qualité, ainsi de suite. On est un peu au taquet sur toutes les usines. Il fait moins 10, ça caille. Puis nous on va aller au dodo. Puis bon courage pour la suite. Bonne prod. Et puis on se voit demain. Oui. Bonne Et bon, on soirée. fait ça. Allez, ciao, bonne nuit. « 2h du matin. En ce dimanche de janvier, Vincent dame les pistes de la station des Rousses dans le Jura. À l'intérieur, la chaleur du cockpit contraste avec le froid glacial qui règne dehors. Depuis 3 saisons, il se retrouve aux commandes de cette imposante machine, la dameuse. Un monstre d'acier de 9 tonnes, dont les chenilles mordent la neige fraîchement soufflée par les enneigeurs. Toute la journée, les gens avec le ski vont déramper, vont freiner, vont faire descendre la neige naturellement dans la pente. Et du coup, notre but c'est de remonter cette neige, la remettre en place. Et c'est pour ça que pour nous permettre de remonter la neige et remonter la machine, on va se tirer dans les fortes pentes avec le corps. Kevin, je vais m'accrocher en haut du balancier. Et qu'on va dérouler et remonter, et renrouler à mesure qu'on travaille. Et derrière, on a un outil, c'est la fraise à neige, donc c'est ce qui va servir à faire la finition. Donc tout ce qui sera, ça va mouiller la neige, la pincer, pour offrir la partie finie qu'on peut voir sur le côté. Le damage de la neige a commencé depuis la fin des années 60. Mais depuis l'arrivée massive de la neige artificielle, cette pratique a évolué. Ça rend notre tâche juste plus compliquée et ça nous donne juste plus de travail. Par contre, voilà, il y aurait la même neige qu'avant, ça serait juste mieux et plus simple à travailler. Au petit matin,
les premiers skieurs s'élancent sur les pistes préparées au millimètre près. Ils le savent, la sensation n'est pas la même que sur les pistes naturelles. Gana skie depuis 20 ans. Cette Ukrainienne a pu constater la différence de glisse entre les deux neiges. Ma génération, on a oublié qu'est-ce que c'est la vraie neige. On a oublié. Dès qu'on va dans les montagnes, on peut croire que c'est la vraie, mais en fait, on sent la différence. Même quand ça glisse différemment. Et si vous faites les skis, le snowboard, quand vous avancez sur la vraie neige et vous venez de la zone de canot à neige, soit ça freine, vraiment c'est une sensation bizarre. Vous tombez direct parce que ça glisse différemment. À ce moment, ça commence à glisser différemment. Et donc, vous n'êtes pas à l'aise sur le ski, sur le snowboard parce que c'est différent. Par contre, quand on fait toujours sur la faux neige, on ne sent pas cette différence. Mais cette différence, elle existe et on la sent quand on passe d'une zone à l'autre. Une différence qui ne freine pas pour autant leurs ardeurs. Avec les hivers de plus en plus capricieux, il a fallu s'adapter, fabriquer de la neige, retravailler les pistes, multiplier les équipements. Dans les coulisses des stations, c'est une véritable course contre le climat qui se joue. L'ingrédient incontournable pour cette fabrication de la neige demeure l'eau. Mais encore, faut-il en disposer? On peut dire qu'on prend de l'eau dans nos milieux naturels, on la stocke dans des réserves, on appelle ça des réserves collinaires, on la stocke là tout l'été, et au moment opportun où il faut produire, on prend cette eau, on prend l'air ambiante, on fait un mélange et on l'envoie sur nos pistes. En l'envoyant sur nos pistes, elle retombe dans son milieu naturel finalement. Cette action n'est pas sans conséquences. Tout prélèvement modifie le cycle de l'eau avec des conséquences sur les milieux naturels. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, paru en 2024, la production de neige pourrait engendrer une perte d'environ 10% de l'eau utilisée. En cause, des fuites sur le réseau ou l'évaporation dans les réserves d'eau au moment de la production. Le stockage de l'eau dans des retenues modifie en profondeur l'équilibre des cours d'eau. En aval, les débits sont perturbés, tandis que la rétention des sédiments altère la morphologie des rivières. Ce bouleversement se répercute aussi sur la qualité physico-chimique de l'eau, certains éléments étant piégés, tandis que d'autres continuent leur chemin. Résultat, la biodiversité aquatique est fragilisée et les milieux humides environnants sont menacés. L'une des conséquences du réchauffement climatique est que le Jura, région normalement riche en eau, vient à en manquer. Éric Poussin dirige une école de ski dans les Rousses. Sa passion pour la montagne fait de lui un fervent défenseur de la nature. C'est des choses qu'on voyait quand j'étais gamin, on n'a jamais eu de soucis dans les fermes d'alpage, on a toujours de l'eau pour les vaches, quoi. Là, ça devient compliqué. On a eu des années où, côté suisse, c'était les militaires qui devaient aller chercher de l'eau dans le lac des Rousses pour alimenter les fermes d'alpage. Donc, ouais, bien sûr, c'est très compliqué. Produire de la neige nécessite en moyenne 1000 à 1400 mètres cubes d'eau par hectare de piste enneigée. Cette consommation, associée aux pertes dues à l'évaporation et aux fuites, accentue la raréfaction de l'eau, notamment en période estivale. Dans ce contexte, les conflits d'usage se multiplient. L'eau destinée aux stations de ski entre en concurrence avec les besoins en hydroélectricité et en eau potable. On a des territoires qui ont déjà connu des arrêtés sécheresse et donc avec impossibilité de faire de la production de neige de culture, par exemple à des moments en novembre, parce que c'est au moment de démarrage et puis que c'était une année difficile. Donc voilà, ça a un impact. Et puis on peut aussi avoir des difficultés doublées du fait qu'on a déjà une ressource en eau plus limitée que d'autres territoires. Donc ces questions de sécheresse viennent s'ajouter. Pour la France, les besoins supplémentaires en eau seraient de plus de 23% pour un scénario de réchauffement à plus de 2 degrés Celsius et de plus de 32%
pour un scénario à plus de 4 degrés, selon une enquête de la Cour des comptes. La production de neige artificielle entraîne aussi des coûts financiers considérables. Sur les 5 dernières années dans toute la France, 45 millions ont été investis dans la production de la neige chaque année en moyenne sur ces installations, selon un rapport de la Cour des comptes datant de février 2024, ce qui représente plus de 13% du montant total des investissements. À cela s'ajoutent les coûts de la maintenance, les fluides et les coûts salariaux. Des investissements qui ne font pas forcément l'unanimité. Éric Poussin voit d'un autre œil la pratique du ski. Pour lui, l'heure n'est plus à l'investissement. Ouais, c'est ça. Les investissements, il faut qu'on arrête. On arrête vraiment d'investir dans le ski alpin. Les investissements, ils ont été faits. Donc voilà, à la limite, une ou deux pistes en canot à neige. Pourquoi pas, si on a de l'eau suffisamment, si le coût de l'énergie, voilà, une chose qu'il faut quand même mesurer. Au bout d'un moment, en fait, les collectivités qui mettent énormément d'argent finalement, et ça concerne très peu de personnes en fait, hein, si on compare sur le département du Jura, le ski en fait, ça concerne très peu de personnes par rapport à la population locale. Le Jura, ça va jusque dans le Bas-Jura, dans la plaine, donc, et c'est les contribuables en fait qui permettent de maintenir ce système-là. Il faut qu'on essaie de mettre des moyens pour essayer justement de rendre d'essayer de protéger l'environnement qu'on a, notre espace montagne, et les gens vont venir pour ça. Les gens ne vont pas venir pour une attractivité, voilà, ils vont venir parce qu'on peut faire, on a des lacs préservés, on a des montagnes, des forêts, enfin voilà. Même son de cloche chez Dominique Humbert, un militant écologiste que nous avons rencontré à la Bresse. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ça va, merci. Il est l'un des fondateurs de l'association SOS Vosges Montagne. Le bilan, une fois qu'on l'a fait, est-ce que c'est une activité indispensable? À qui bénéficie-t-elle? Qui paye en réalité, etc., etc. Quand on aura vu tout ça, la conclusion c'est il faut fermer. Il faut faire autre chose. Hein. Ou alors on arrête de financer et de subventionner cette activité, ce qui revient à la même chose, qui revient à la condamner à terme assez rapidement. Face aux critiques de pollution et de fonds mal investis, Frédéric Zanardi défend son activité professionnelle. On parle de neige de culture, de pollution, hein, vous êtes un peu parti là-dedans. Pourquoi vous ne parlez pas des piscines privées en France, qui sont elles très énergivores, qui ne sont pas dans un but d'utilité de biens publics, qui font vivre pas grand monde, c'est une utilisation personnelle. Nous, quand on fait travailler une station, il y a tous les acteurs économiques qui sont à côté, location de ski, restaurateurs, hôtels, les commerces. On fait vivre toute une économie qui gravite autour de la station. Donc, je veux bien dire que la neige de culture, c'est pas très écolo, mais les piscines privées, ça l'est encore moins. Les réseaux fuyants dans toute la France, ça l'est encore moins. Pourquoi? Parce que cette eau, elle est pompée. Cette eau, on a mis du courant pour la pousser et pour qu'elle s'en aille dans le milieu naturel. Choc des idées, diversité des opinions. Pour y voir plus clair, direction Grenoble. Nous y rencontrons Hugues François, chercheur de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement INRAE. Il exerce au sein du laboratoire des écosystèmes et sociétés en montagne. Depuis plus de 20 ans, il s'intéresse à la manière dont le réchauffement climatique affecte les dynamiques de l'enneigement. Quand on parle de la biodiversité à l'échelle du massif des Vosges, du massif du Jura ou du massif des Alpes, ce n'est pas les stations qui sont des activités finalement assez ponctuellement réparties dans l'espace qui vont avoir un impact décisif sur la biodiversité à l'échelle de ces massifs. C'est l'ensemble du développement économique et social, de la manière de vivre, d'habiter les zones de montagne qui va être beaucoup plus impactant que l'activité ponctuelle des sports d'hiver. Pour autant, ponctuellement, c'est des activités qui vont avoir des effets marquants sur les paysages et sur la biodiversité. Ne serait-ce que parce qu'il y a des sols qui sont artificialisés, qu'on construit de l'immobilier et qu'on va globalement
anthropiser la montagne, y compris une piste de ski dont on peut avoir l'impression qu'elle est dans un environnement naturel. Souvent, on va voir qu'il y a des arbres qui ont été enlevés pour favoriser la pratique et limiter les risques d'accident. Et puis, avec l'évolution de l'enneigement, le travail sur les pistes, il est de plus en plus important. On va avoir tendance à de plus en plus les profiler de manière à ce qu'elles soient bien exposées et que le manteau neigeux pure du longtemps. On va faire en sorte qu'elles soient le plus lisses possible, donc enlever des cailloux, enlever des escarpements rocheux, de manière à ce que justement on puisse travailler le manteau neigeux avec une moins grande quantité de neige pour ouvrir les pistes et ce genre de choses. Mais ça reste des impacts qui sont relativement ponctuels. Si les stations des moyennes montagnes peinent à maintenir leurs pistes enneigées, d'autres ont trouvé une solution plus radicale. Ça va? Hop là! Contourner totalement la question climatique. À Amnéville, l'enneigement n'a jamais été une question de saison, mais d'investissement. C'est plusieurs milliers de mégawatts en électricité, effectivement. Si on doit faire un estimatif d'empreinte carbone, aujourd'hui, ça représente l'équivalent de 150 Français en empreinte carbone. Il faut savoir qu'un Français aujourd'hui, c'est environ 10 tonnes de CO2 par an dans nos consommations de tous les jours, que ce soit nos déplacements ou nos consommations. Notre station aujourd'hui équivaut à l'empreinte carbone de 150 Français. Au total, 1500 tonnes, soit l'équivalent de 1000 allers-retours Paris-New York. C'est le Qatar en Lorraine, hein, c'est tout. Skier dans des hangars, bon, ça n'a pas de sens. Bon. L'énergie dépensée est considérable. Hein. Là, non seulement il faut faire la neige artificielle, mais en plus il faut entretenir la température dans des hangars qui font des centaines de mètres cubes. Enfin, je ne sais pas, c'est énorme, quoi. Hein, et puis il faut les remontes-pentes, comme le truc, etc. C'est une dépense d'énergie pour une activité qui est une activité non essentielle. Pour Ghana, notre amatrice de ski, C'est bon, vas-y, mets tes bottes. ces considérations semblent à la fois importantes et lointaines. Tant que les pistes sont ouvertes, elle en profite. Quand je roule sur la 31 chaque matin, et là il y a les gens qui roulent avec la vitre ouverte en hiver, avec les climatisations, ça on pouvait faire l'effort, mais ils fument et ils jettent les mégots comme par hasard. Vous savez, ce geste, genre je fume et hop, ça tombait par hasard. Ça on pouvait faire effort et mettre un cendrier pour mettre ta cigarette dans ta voiture et vider plus tard. De toute façon, tu fumes. Qu'est-ce qui te dérange, cette odeur? Et je me suis dit, il y a autant de moments où personne ne fait l'effort pour l'écologie que moi, je ne vais pas me priver de mon seul plaisir, de mon loisir préféré. Et je vais quand même prendre de temps en temps cet abonnement pour ma piste et faire le ski. Oui, ce n'est pas écologique. Mais quand je vois vraiment, je suis dégoûtée par manque de ce petit geste au quotidien, que je me suis dit non, vous n'allez pas, les gars, vraiment, vous n'allez pas insister que je me prive de seul loisir qui me fait plaisir. Combien de temps ces passionnés de sport d'hiver pourront-ils encore skier? Derrière chaque descente, c'est tout un équilibre qui vacille. Entre adaptation et aberration, la montagne cherche son chemin. On allait vers une fermeture progressive des stations de ski de moyenne montagne. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Plusieurs stations dans la région proche ont fermé. Hein. Et ne rouvriront sans doute pas, malgré les promesses qui sont faites ici ou là par des élus totalement irresponsables, dont on se demande d'ailleurs s'ils ont un peu réfléchi à la question. Non, il faut réfléchir à d'autres modes de fonctionnement et puis peut-être revoir tout cela de fond en comble. Mais ça nécessite une vraie remise à plat qui n'a jamais été faite. On est toujours dans la course en avant. À une demi-heure du Honeck, la station de Gérardmer. Pour ce domaine skiable, les heures de gloire ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir. Piste dénudée de neige et recouverte de végétation, elle est frappée de plein fouet par le réchauffement climatique. La seule piste encore ouverte est entièrement recouverte de neige de culture. Pour Arnaud Tixier, directeur général des services de la mairie de Gérardmer, il est plus que temps d'arrêter. La station de Gérardmer, pour qu'elle soit à l'équilibre, il faut qu'on ait 220 000 journées skieurs par saison. Et il faudrait qu'on soit ouvert pour faire ces 220 000 journées skieurs
il faudrait être ouvert environ 90-100 jours de ski par an. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est ouvert finalement depuis quelques années sur quelque chose comme 40, 50, 60 jours maximum d'ouverture et on tourne autour de 180 000 journées skieurs. On n'est plus du tout parti dans l'investissement neige artificielle. Pour nous, c'est quelque chose qui maintenant est dépassé. On a ce qu'on a, on va utiliser ce qu'on a le temps qu'on pourra l'utiliser. Peut-être que vous allez revenir dans quelques années, il n'y aura plus ce télésiège qui est derrière vous, il y aura peut-être moins de pistes ouvertes, mais effectivement, on va plutôt partir dans la déconstruction, quitte à fermer les pistes de ski. Douche froide pour Ludovic Roussel. Ce conducteur de télésiège a travaillé pendant 37 ans sur ces pistes. Bah, ça fait mal au cœur, forcément. Hein. Et moi, s'il n'y a pas de neige ici, j'aurais du travail. C'est pas le souci, mais après, moi, je dis que c'est dommage pour notre ville de Gérardmer qu'il n'y ait plus de neige, enfin, que ça vienne à fermer. Bon, après, les conditions, c'est vrai qu'elles sont plus au top, hein, faut bien se dire ça. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Compliqué, c'est bien le mot, et pas qu'à Gérardmer. En France, 186 domaines skiables ont dû fermer entre les années 50 et 2021, soit 31% du nombre de sites qui ont été aménagés dans le pays. Pierre-Alexandre Métral, doctorant en géographie à l'université Grenoble-Alpes, fait sa thèse sur les domaines skiables qui ont cessé leur exploitation. En termes de causes de fermeture, on va en retenir qu'une, et la principale, c'est le motif économique. C'est-à-dire que ces domaines skiables ne sont absolument pas rentables. L'argent qui est généré par les saisons de ski ne peut suffire pour compenser tous les frais qui sont liés à l'exploitation d'un domaine skiable, que ce soit des frais de personnel ou des frais qui sont assez importants pour ces domaines skiables, qui est la maintenance des appareils de remontée mécanique. Il faut savoir que plus un appareil de remontée mécanique est ancien, plus il coûte cher à exploiter. Et donc, ces problèmes économiques sont reliés à tout un ensemble de facteurs d'obsolescence qui peuvent être, par exemple, le changement climatique et donc ces problèmes d'enneigement. On observe bien que ces domaines skiables étaient très dépendants des contextes d'enneigement originels au moment où ils ont été créés. Face à l'incertitude climatique, certains refusent de s'accrocher à un modèle qui s'essouffle. Plutôt que de lutter contre la nature, ils cherchent à s'y adapter. À la station de la Chlourte, pas que des canots à neige, pas que des dameuses qui tournent toute la nuit. Ici, on fait un pari supplémentaire, celui des activités 4 saisons. Ici sur le col, c'est toujours adapté justement depuis à peu près 40 ans. Il y a déjà eu des choses qui ont été mises en place comme ces luges d'été qui fonctionnent de mai à novembre. On a cherché aussi à renforcer un petit peu, à conforter notre activité avec depuis cette année une luge sur rail, ce qu'on appelle une luge 4 saisons. C'est une activité qui est capable de fonctionner toute l'année. L'heure est à l'adaptation dans cette location de ski également. L'investissement vélo représente maintenant 70% de l'activité de la boutique. Alors qu'avant, nous avions peut-être que 60% pour le ski et 40% pour le vélo, quoi. Donc on a agrandi les surfaces, on a exposé plus de produits cycles et on a réduit les surfaces pour la partie ski. Un virage stratégique qui semble porter ses fruits. Mais ces nouvelles pratiques suffisent-elles à compenser la perte d'un modèle économique basé sur la neige? En volume de clients, en volume d'affaires, on ne pourra pas remplacer le ski. Il y a vraiment un gros volume de fréquentation de clients, de nombre de séjours, de journées ski à la Bresse. On ne peut pas le remplacer par les autres activités. Même si l'activité d'été est plus longue que l'hiver, en volume client, c'est impossible à remplacer. Ces alternatives permettent aux stations de diversifier leur offre. Mais suffiront-elles à assurer leur survie sur le long terme? À quoi ressembleront les stations de ski à l'horizon 2050? Il faut vraiment raisonner ça, je dirais, à l'échelle de sa station, de son domaine skiable, des conditions qu'on a d'exposition, de parcs d'enneigeurs déjà présents, des capacités économiques que l'on a.
et puis aussi du type de clientèle qu'on a. Est-ce qu'on a une clientèle internationale qui va réserver très en avance et donc qui a besoin d'avoir un peu une garantie neige sur le domaine skiable, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'une station proche de grands bassins urbains et où les gens vont être une clientèle beaucoup plus réactive aux conditions de soleil, d'enneigement. Selon le rapport de la Cour des comptes, seule une trentaine de stations de haute montagne pourront continuer à vivre du ski au-delà de 2050. Pour les autres, l'échéance est de 20 à 30 ans. Pourtant, les collectivités et les gestionnaires de domaines skiables intègrent encore trop peu cette réalité dans leur stratégie d'investissement. La production neige, elle peut permettre de consolider la filière neige qui aujourd'hui fait vivre un certain nombre de territoires, peut être un apport de revenus qui peut être intéressant, mais toute la question c'est de savoir ce qu'on fait des revenus qu'on tire de la neige. Si on s'enferme dans une logique qui consiste à produire de la neige pour consolider la filière et utiliser les revenus qu'on tire de la filière pour contribuer à sa consolidation uniquement, je pense qu'on va potentiellement vers des situations de blocage, des impasses. Et pour éviter ce risque de la maladaptation, qui est justement d'éviter d'arriver à cette impasse, un des enjeux, c'est d'arriver à penser la production neige, pas uniquement pour la filière neige, mais dans une perspective beaucoup plus globale d'évolution du territoire et de comment on soutient ces évolutions. La production neige ne va ni aggraver, ni être une forme de solution pour compenser les impacts du changement climatique. Une étude Climsnow a confirmé un déficit grave d'enneigement dès 2030. Selon la Cour des comptes, la production actuelle, qui couvre environ 40% des besoins, ne pourrait remédier qu'imparfaitement. La pratique du ski deviendrait quasiment impossible après 2050. Plusieurs plans ont été initiés par l'État ces 20 dernières années. Le dernier est le plan Avenir Montagne, lancé en 2021 par Jean Castex. L'État ne vous laissera pas tomber et l'État ne vous a pas laissé tomber. Et je vous ai dit, l'État vous aidera à repartir. Nous ferons un plan montagne et nous avons fait un plan montagne. Il prévoit 300 millions d'euros pour aider les stations à financer des études, des dispositifs pour sortir du tout-ski et imaginer d'autres dispositifs touristiques. La neige de culture pose de nombreuses limites économiques, écologiques et techniques. Celles-ci remettent en question sa capacité à réellement sauver les stations de ski à long terme. Alors, à quoi ressemblera une station de ski en 2050 ? Un lieu de glisse réservé à une élite en haute montagne, un espace de nature réinventé où les sports d'hiver auront laissé place à d'autres pratiques, ou bien un souvenir lointain figé dans les esprits, vestige d'une époque révolue.